Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Lyon. Je remercie beaucoup Laura Lange. Je vous présente Laura Lange, une philosophe, une jeune philosophe qui a fait une thèse très intéressante. Tu vas nous en parler juste après. Donc, nous sommes à Lyon aujourd'hui. Mes amis de Martinez sont juste en bas. Ils nous tiennent compagnie. C'était simplement pour se rappeler à notre bon souvenir. Nous allons parler aujourd'hui de philosophie, de naissance et renaissance. Un thème qui me tient à cœur. Vous avez vu ça dans mes vidéos. Et nous sommes dans un très bel endroit. Nous sommes à l'Hôtel Royal. À l'Hôtel Royal, c'est la maison Bocuse avec l'Institut Bocuse. Venez déjeuner ou dîner ici, c'est absolument formidable. Et l'hôtel a eu la charmante attention de nous ouvrir son bar. Donc voilà, nous sommes au bar, au premier étage de l'Hôtel Royal, place Bellecour. Et je remercie mille fois la charmante Laura d'accepter mon invitation. Nous sommes toujours dans cette mosaïque d'avis sur se projeter, projeter le chef d'entreprise dans l'avenir et essayer de l'aider à comprendre ce monde. Mille merci, tu es expert APM également avec moi. Oui. Je te suis régulièrement, j'adore ce que tu fais et j'aimerais bien que tu nous partages tes expériences, tes sentiments sur ce monde phosphorescent. Déjà, présente-toi en 2 minutes, s'il te plaît. Eh ben, merci déjà, Denis, de ton invitation dans ce contexte, le rouge et le noir. C'est plutôt inspirant. Oui. Écoute, oui, je fais de la philosophie. J'aime bien dire je pratique la philosophie. Oui. Je tente de prendre la vie avec philosophie, c'est-à-dire que chaque jour, j'essaye de cultiver ma réflexion, déguiser un petit peu mon regard sur le monde en l'observant, en l'analysant, en le décortiquant, et donc en me souciant de problématiques assez contemporaines. Donc le travail, évidemment, et comme tu l'as dit, j'ai fait un doctorat sur la maternité en l'occurrence. Exactement. Donc naissance et renaissance. Voilà. Et tu remets ça, semble-t-il. Voilà. Renaissance. Bravo. Et j'écris actuellement mon premier bouquin, un vrai bouquin, voilà, qui s'appellera Mal de mer. Avec un jeu de mots, oui, ça. Bien et entendu. Qui parlera justement de la maternité et de l'ébranlement de la maternité dans notre société en tant que concept. Voilà, c'est une problématique qui me passionne et j'espère pouvoir la partager ainsi. Voilà. Nous avons quelques points communs. La maternité te passionne, c'est ça? Non, ne commence pas, s'il te plaît. Non, nous avons quelques points communs et le premier des premiers, ce sont les mots. Nous avons cette passion des mots et nous avons, comment dire, cette passion de la profondeur et du sens des mots. Aujourd'hui, dans cette modernité où il y a un certain nombre de personnages qui avancent des mots sans les incarner, toi, tu es la démonstration parfaite dans tes vidéos. Moi, je suis encore un débutant dans le monde de la vidéo. Mais en tout cas, j'adore partager et tu en es le parfait exemple de quelqu'un qui aime ses passions, qui les incarne et qui les diffuse. Je te remercie, parce que c'est vrai que je crois beaucoup en le pouvoir des mots. Oui. Et je dis souvent, de mots M-A-U-X, ça part souvent de mots M-O-T-S qui ne sont pas forcément bien utilisés. Et je trouve qu'aujourd'hui, il est très tiraillant et dommageable de voir qu'il y a beaucoup de mots qui figurent dans des carnets, tels que des chartes de bonne conduite, etc., qui sont absolument pas incarnés et qui mettent aussi du coup beaucoup de gens en souffrance professionnelle avec cette incohérence. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, tout ça fait que ça crée une déresponsabilisation dans les chaînes de commandement dans les entreprises et la désincarnation peut créer des dégâts considérables en fait. Complètement. Mais alors, la problématique, c'est de prendre conscience de l'importance des mots qu'on utilise. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si en plus on doit s'interroger sur les mots et le sens des mots et leur impact, sauf que c'est quand même un préalable fondamental à la relation que nous engageons. Donc moi je dis souvent, c'est pas perdre du temps, c'est prendre du temps pour en gagner grandement ensuite. On sait que les relations sont fondamentales et relation, ça vient de relation en latin qui signifie narrer. Pas de relation sans narration. Exactement. Mieux savoir s'exprimer. Exactement. Alors cette jeune femme a la même pratique que moi, c'est pas un tic, nous ne sommes pas du tout dans cette posture-là. Elle s'exprime avec ses mains et elle porte ses mots et c'est plus fort que nous. Alors j'ai adopté quand même une petite technique. Oui, mais ça marche que 15 secondes. Oui, ça me contient un temps. Du coup, je suis un peu rigide, quoi. Là, je le sens. Mais sinon, mais on n'a pas besoin d'être. Voilà, il y en a certains jeunes. Tu m'as dit que ça se gêne certains. On me conseille souvent de faire très attention. C'est pas très grave. Mais c'est vrai que je reconnais que c'est vraiment naturel, quoi. Exactement. Voilà. Alors aujourd'hui, je souhaiterais avoir ton avis sur 2 phénomènes. La naissance avec un lien avec l'entreprise. Comment est-ce qu'on arrive à créer une personnalité morale, tout le cheminement, comment est-ce qu'on la porte, qu'est-ce qu'il faut comme valeur pour
donner vie à cet assemblage d'humains pour ensuite que ça fasse de belles choses. Et on parlera après de la renaissance, parce qu'on traverse une période très difficile, mais on peut également avoir une renaissance après plusieurs facteurs. Ça peut être un burn-out. Ça peut être une envie de changer de monde, une envie de changer de vie, retrouver du sens que l'on a perdu précédemment dans l'aventure précédente. Voilà. La naissance, parle-moi de la naissance. Comment est-ce qu'on arrive à créer cette espèce de magie, une naissance dans une histoire d'amour, dans une histoire d'entreprise. Comment est-ce qu'on arriverait à intellectualiser ça et à expliquer ça? Je ne suis même pas sûr qu'on y arriverait d'ailleurs. C'est complexe, hein, c'est très complexe, ouais. La notion d'engendrement, de donner vie. S'il y a un point commun que l'on a tous, que l'on soit de droite, de gauche, noir, blanc, petit, grand, c'est qu'on est, N-A-I-T, oui. On est tous, on vient du corps de quelqu'un, donc c'est un préalable à la vie, la naissance. Et la naissance est finalement au germe de tout. La naissance d'une relation amicale, la naissance d'une entreprise, la naissance d'un parcours. Donc il y a un début en fait. Et ce début, c'est ce moment où quelque chose va être engendré. Alors ça part de soi et ça rencontre l'altérité, autre chose. Que ce soit incarner une personne ou un projet. Et ce qui est intéressant dans la naissance, c'est à quoi on donne vie. Donc ça pose vraiment la question de ce à quoi on va donner naissance. Donc il y a quand même un préalable, une interrogation. Quand on la construit en entreprise, c'est souvent pour se regrouper. Tu parlais d'une naissance en entreprise, faire naître un projet, c'est donc bien fédérer des avis, faire naître des choses d'un collectif. Donc la notion de naissance, c'est comment on fait prendre vie à quelque chose et donc prendre corps. Et prendre corps en entreprise, ça passe quand même par le corporatisme ou par le collectif, ou par comment ça s'incarne. Donc la notion de naissance, finalement, elle est assez incarnée. Quand on parle de naissance, ça peut paraître un peu théorique, comme ça, de quoi on parle. Il n'y a pas de naissance sans incarnation. Il y a le pourquoi en amont. Il y a effectivement cette espèce... Il y a le comment aussi. Voilà, donc il y a le pourquoi, c'est-à-dire qu'on vient tous avec nos habitus, avec notre charge émotionnelle, notre charge d'expérience, et on aboutit à une création qui fait après le comment, et après le prolongement, donner vie à tout ça. Et en fait, la vie du projet dépend de ce que l'on impulse. Bien sûr, des recherches embryonnaires, si on joue un peu sur les mots. Il y a ça, à l'embryon d'une naissance, il y a quand même des recherches, des choses qu'on va cultiver ensemble avant que n'advienne, telle une apothéose ou l'avènement de quelque chose, bien cette naissance-là d'un projet. C'est toujours intéressant quand on voit un petit peu la naissance d'une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé au début, cette recherche, pourquoi, quelle énergie il y a eu derrière, parce que ça donne de l'intensité dans l'histoire par rapport aux énergies qui se conjuguent. Bien sûr. C'est très important. Il y a vraiment, derrière la naissance, il y a quelque chose qui nous renvoie quand même à une humilité et une véritable construction, mais qui renvoie aussi à la force de l'humain. Nous sommes des êtres de raison, des êtres de force, capables de faire naître des choses, d'émettre, et ça c'est assez fort. On est et on est capable de faire naître. Donc ça c'est quelque chose d'assez fort, et les femmes, on est d'autant plus capables de faire naître qu'on l'incarne aussi en soi. Et je crois beaucoup en le pouvoir de la maternité symboliquement dans notre monde. Donc je suis contente que tu m'interroges sur ça, parce que souvent on me dit mais quel est le lien entre l'entreprise et la maternité? De fait, il n'est pas existant, mais il y a quand même quelque chose de fondamental. Notre rapport à la maternité dit beaucoup du rapport que nous engageons au monde. Oui, tout à fait. Ah oui. Et je t'en prie, fais comme chez toi. Non, ce qui est assez intéressant, c'est que dans tout projet, quand on regarde un petit peu, quand on essaie d'analyser ou d'intellectualiser la réussite d'un projet, moi, je déroule ça dans mes expertises, notamment avec la matrice de l'école de guerre, justement, sur qu'est-ce qui se passe dans l'action. Donc là, en fait, on regarde ce qui a marché, pas marché, donc l'adaptation au terrain et l'intellectualisation de ce qui s'est passé, donc en retour d'expérience. Et c'est assez intéressant de voir les projets qui ont marché. Et parfois, sur le papier, il n'y avait aucune chance que ça fonctionne. Et c'est là où on est dans l'humain. Même pour une entreprise, on est dans l'humain. Moi, je ne cesse de dire que le chef d'entreprise, quel que soit son humilité, son intelligence, son background, tous ses savoirs. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir seulement un savoir de silo, d'être ingénieur ou expert comptable ou ainsi de suite. C'est toute la somme de savoir. Et en fait, c'est un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre qui arrive à mettre en musique un certain nombre de gens extrêmement différents, avec leurs qualités et leurs limites. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a des projets fantastiques qui ont réussi a posteriori parce qu'il a eu la magic touch, quoi. C'est ça qui est passionnant. Et on le voit avec la naissance des enfants. Bien sûr. Moi, j'ai enseigné énormément. Toi, tu t'y frottes un petit peu. Tu vois que
l'impulsion des parents derrière, dans les valeurs que l'on transmet, dans un tas de petites choses subtiles, fait qu'il y a ça crée des personnages, quoi. J'aime beaucoup derrière, dans tout ce que tu dis, je rebondis sur la notion de naissance. J'ai l'impression qu'en fait, la naissance, elle peut être même quotidienne. Elle n'est pas forcément engendrée par l'expérience de la maternité. Tout le monde n'a pas d'enfant. Et pour le coup, tout le monde engendre quand même des choses, mais au monde des projets, indépendamment d'un enfant ou autre. Ce qui est intéressant avec la notion de naissance, c'est que moi, ça rejoint vraiment un courant qui me parle. Je dis souvent, j'ai pas une philosophie, si ce n'est celle d'en avoir plusieurs, mais j'ai au moins un courant vraiment fort, c'est l'existentialisme. Incarné par Sartre, Simone de Beauvoir ou d'autres. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est une phrase de Ponge, la formule très bien, c'est « l'homme est l'avenir de l'homme ». Sous-entendant derrière cette phrase « l'homme est l'avenir de l'homme », qu'à chaque jour, une naissance est possible. Je peux être autre que la veille. Et ça, c'est quelque chose que je trouve magique avec l'existentialisme. C'est, si je le raconte plus simplement encore, avec une phrase que j'aime bien donner, c'est si tu n'es pas responsable de la tête que tu as, tu es responsable de celle que tu fais ». Exactement. Et à chaque jour, une naissance sur un sourire sur ton visage ou autre. Et ce qui est intéressant avec l'existentialisme, c'est que rien n'est écrit. En gros, il n'y a pas d'essence, il n'y a que des naissances quotidiennes à venir. Et donc, si tu as été décevant la veille, tu peux être autre le lendemain. Exactement. Il n'y a pas de lâcheté humaine. La vie se vit, s'éprouve, se réalise et se projette. La naissance, c'est ça. C'est aussi un projet, une projection, faire naître quelque chose, accoucher, engendrer. Voilà, un peu l'idée. Non, mais c'est très très bien. Ça me fait penser, j'ai sorti ça sur un plateau télé il n'y a pas très longtemps. Tu citais Sartre et une de mes jeunes filles, Roxane, qui est toujours, qui m'encourage et qui m'entoure pour ses projets vidéo, m'avait cité une citation il y a 3 ans de Sartre qui disait « On est ce que l'on fait ». Ah, mais totalement, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça, c'est on ne peut pas fuir ce que l'on fait. Et c'est là que ça a du poids en entreprise. L'homme est à faire, qui plus est dans les affaires. Exactement, il ne faut pas l'oublier. Donc celui qui déroule la fiche de poste et qui s'enferme dans une naissance qui le précéderait, c'est-à-dire moi je fais que dérouler le fil de ce qu'on m'a dit de faire il y a 5 ans quand j'ai accepté le poste. Non, je crois qu'aujourd'hui la naissance, le fait d'avoir des gens acteurs qui chaque jour font naître des nouveaux gestes, des nouvelles perspectives, peut être très intéressante dans le monde de l'entreprise. Et il n'y a pas de naissance sans curiosité. Ça, ah oui, mais ça c'est un autre... Voilà, on va déborder là. Laura, on va déborder. Mais on est responsable de la tête que l'on fait. C'est très intéressant. Je ne cesse de dire aux chefs d'entreprise, et ils ont été remarquables dans la période de confinement, vraiment, vraiment remarquables. Il n'y a malheureusement que les médias qui n'ont pas relayé le côté remarquable des chefs d'entreprise. Ça, c'est dramatique. Ils appuient sur les buzzers de l'anxiété. Moi, je veux m'attirer aucune foudre, donc je ne dirai rien. D'accord. J'ai beaucoup moins de courage que toi. Non, mais... et en réalité, on est responsable de la tête que l'on fait. Et effectivement, un chef d'entreprise, en ce moment, je leur dis, gardez votre énergie, reposez-vous et alimentez-vous intellectuellement, parce qu'en réalité, il y a un mimétisme. C'est comme avec les enfants, il y a un mimétisme extrêmement fort. Et quand les salariés vous voient heureux, volontaires, même avec une charge de problème importante, ils vont se mettre derrière leur chef. Si le chef est déprimé, abattu, ils vont être exactement dans la même posture. Donc ça, c'est très important. L'image est très importante et je rajouterais même l'idée d'avoir une cohérence avec l'image qu'on renvoie. Parce que je crois que ce qui est parfois insupportable, c'est d'avoir des gens qui vous disent, par exemple, soyez souriant, optimiste, qui ne dégagent pas ça du tout, et d'avoir cette cohérence parce que, en jouant sur les mots, c'est l'absence de cohérence qui va créer de la cohérence à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça, je crois que c'est vraiment d'être fidèle aussi à une image. Parfois, à la limite, être un peu abattu quand les temps sont vraiment durs, c'est aussi faire preuve d'honnêteté. Je pense que ça peut être un très bon vecteur pour ensuite redonner de l'énergie. Je pense qu'il serait pas bon arriver avec un énorme sourire, faire croire que tout va bien alors que tout va mal. Donc toi, c'est là. Oui, tout à fait. Mais on peut bien le vivre quand même. Ça dépend comment on gère la charge émotionnelle. Tout à fait. Tu peux traverser une période très compliquée et l'appréhender avec optimisme. Ce qui peut paraître assez incohérent, mais c'est tout à fait réel. Il n'y a rien de pire que l'errance dans une entreprise, le manque de sens. Elle va nulle part. Alors, elle va vivoter, elle va vivre, mais elle perd sa substance. Et c'est là où les concurrents vont, prendre des parts de marché, vont peut-être l'éliminer dans des périodes difficiles. Il va y avoir des personnalités morales qui vont disparaître. Il y aura plus de personnes morales qui vont disparaître dans cette crise que de personnes physiques. Donc ça, c'est un vrai drame. Par contre, tu as soulevé un point, moi, qui m'est très, très, très important. Et on va basculer sur la renaissance. C'est la curiosité. Moi, ça a été mon moteur depuis toujours, mais c'est comme ça que j'ai appris plein de choses, c'est comme ça que j'ai accumulé quelques titres, mais peu importe, on se moque des titres. C'est la curiosité qui fait avancer. Donc c'est ce que je dis aux jeunes,
nourrissez-vous. Le moteur ultime qui peut paraître parfois, moi je sais que j'en parle beaucoup en ce moment, mais parce que j'y crois et c'est le moteur de la philosophie, c'est le moteur de l'esprit critique. Si vous n'êtes pas curieux, il ne se passe rien. Ça crée un destin. Cet appétit du monde. Exactement. Les mots sont beaux, cure, ose et. La curiosité, c'est prendre soin du monde, avoir l'audace de le regarder pour créer des ponts entre soi et le monde. Le et, c'est quelque chose de fondamental. Bien sûr. Et la curiosité, c'est quand même le moteur même de la Renaissance. Cette période historique, ce mouvement artistique, on parlait de Renaissance. Oui. Et tu parles d'italien, j'adore l'Italie, j'y suis tous les quatre. On est obligé. Oui. Rayonnement européen. C'est vrai que la Renaissance, c'est ça, le moteur de la Renaissance, c'est la curiosité. Ce sont des hommes et des femmes qui ont levé la tête pour changer les choses. Bien sûr. Changer la donne. Mais c'est ça qui fait revivre un couple ou une entreprise. Bien sûr. C'est comme ça. Un couple, ça se fait vivre tous les jours. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas simplement une position de fait au départ, une conjonction et on ne fait plus rien. Ça s'entretient, ça s'alimente en permanence. Oui. Mais là, je te rejoins parce que moi, je trouve ça terrifiant, le mariage. Si c'est qu'un mot dans un carnet et que c'est pas incarné au quotidien, ça va être long. S'aimer pour toujours. Moi, je préfère qu'on m'aime un peu tous les jours plutôt qu'on me promette de m'aimer pour toujours. Il y a une là, c'est pas d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves. J'aime bien cette phrase. On est sur Sartre, encore une fois. Le nom de celui qui l'a. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est incarné, quoi. Bien sûr, la réalité, bien entendu. On ne quitte pas Sartre. Donc en fait, la curiosité, c'est un moteur absolument fantastique. Tu crois que tu vas en entreprise comme moi, tu fais des codires, est-ce que tu as cette impression qu'on ne donne pas assez d'impulsion à la curiosité dans toutes les équipes des entreprises? Peut-être c'est le problème des sociétés pyramidales, c'est peut-être le problème des hiérarchies. Peut-être que, alors il y a des grandes modes, l'entreprise libérée, l'entreprise transversale ou totalement aplatie. Peut-être que la curiosité pourrait être un moteur qui pourrait tout changer, non? Oui, alors là, tu interviens comme moi dans le domaine de l'entreprise. C'est vrai que très dernièrement, on a eu une discussion sur ça et c'est très intéressant de voir qu'en fonction de ton secteur d'activité ou de ta vision du management, les choses peuvent changer. De personnes qui me disent, non mais attendez, moi vous êtes bien gentil, la curiosité, je ne demande pas à mes salariés d'être curieux. Je leur demande d'abord d'être des exécutants. Exactement. Voilà, ça c'est une certaine philosophie. Je ne sais pas quel est le poste de ces personnes. Moi je reste convaincue que quand on traite trop les gens comme des boulons, ils finissent par en péter un, mais qu'en tout cas les gens veulent plus de considération et les inviter à se rendre curieux, bien c'est finalement soi-même pouvoir gagner largesse d'esprit, d'esprit, de vision, avoir des gens qui participent, qui vous amènent des idées. Mais c'est vrai que quand même le courant principal aujourd'hui, c'est quand même de promouvoir la curiosité parce que l'innovation, c'est quand même une vague sur laquelle on est tous emportés et qui est à notre portée en plus. Et c'est vrai que cultiver la curiosité, c'est se rendre alerte, agile, ce qui est d'autant plus important dans des temps qui succèdent à la rupture, à la crise, au Covid, à ce que l'on vit. Comment on se remet en route sans curiosité, ça me semble très compliqué. L'horizon est très court, très très court. Ah oui. Pour moi, la curiosité, c'est un aliment intellectuel. Non, c'est une méthodologie pour s'alimenter intellectuellement. Et c'est ça qui fait que plein de petites graines de savoir comme ça font qu'un jour, elles se mettent à être ensemble et ça crée des choses étonnantes. On ne peut absolument pas expliquer comment ça se passe, mais plus on se nourrit, plus ça produit des choses. Alors, ça rebondit avec la sérendipité, tu sais, qui est un concept un petit peu, on en parle beaucoup. La sérendipité, c'est quand vous tombez sur quelque chose, et puis finalement, c'est comme Colomb qui découvre l'Amérique, ou la tarte tatin qui se renverse et vous découvrez la tarte. Il y a un peu l'idée que ça vous tombe tout cuit. Pour jouer sur les mots avec les pommes et la pâte. Mais en fait, non, ça dépend de sa pomme, la sérendipité. C'est que, en fait, la découverte que tu fais le jour où tu l'as fait, c'est parce qu'en amont, tu as aiguisé ton regard, tu as vu des choses que tu es capable de découvrir quand une pomme tombe. Newton, ce qu'il en découvre, moi, si la pomme, elle tombe, il ne se passera rien. Non, mais enfin, il faut être très honnête. Donc, c'est un peu le verger de ta connaissance qui fait que le jour où ça tombe devant toi, tu perçois les choses. C'est là que la curiosité, finalement, c'est hyper honorifique et c'est important de la cultiver. C'est que ce n'est pas satisfaisant tout de suite. Mais c'est sur le long terme. Il faut la curiosité pour que la pomme nous parle. Exactement. Sinon, la pomme, tu la vois, mais elle ne réveille pas la tienne de pomme, pour le coup. Ça, c'est clair. Et ça, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que parfois, on se dit, attendez, la curiosité, vous êtes bien gentil, moi, je suis dans l'opérationnel. Ok, mais la curiosité, c'est fondamental. Le jour où tu es dans l'opérationnel et que tu te souviens avoir perçu quelque chose qui, à ce moment-là, fait connexion avec ça, et là, il se passe quelque chose de magique. C'est comme les belles rencontres dans une copie de philo. Tu as une idée, tu te dis, waouh, d'où elle vient, comment elle naît. En fait, cette naissance, la littérature. Connaissance. Moi, j'adore la littérature. Je m'y suis essayé plusieurs fois. Tout ça n'est pas publié, c'est dans mes tiroirs. Je n'ose pas encore. Je ne suis qu'un simple modeste comptable, mais tu diras ce que tu en penses d'ailleurs. C'est assez conséquent quand même. Ça fait 400 pages à 4 ans. Tu laisses un peu de temps quand même du coup. Mais c'est exactement. Quand tu auras des longues nuits sans sommeil. Non, ce qui est assez intéressant, c'est que je fais le pont avec la Renaissance.
Hier encore, j'étais à Namur, devant des chefs d'entreprise absolument charmants. On a passé un temps absolument incroyable ensemble. Ils m'ont fait partir très tard d'ailleurs. Donc je suis arrivé cette nuit très très tard ici. Et en fait, un chef d'entreprise, un président, m'a dit après, à la fin de la journée, qu'il avait fait un burn-out. Et pourtant, j'ai trouvé cet homme absolument extraordinaire. Donc il a dû faire un gros travail. Il a dû passer par des étapes pas drôles du tout. Il s'appelle Stéphane. J'en connais un autre aussi dans une autre ville qui est Clermont-Ferrand. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir qu'une fois qu'ils ont réussi à ressortir la tête de l'eau pour se réoxygéner, ils ont un appétit qui n'est pas ordinaire. Et ça fait plaisir à voir. Je trouve que c'est un peu comme une énergie qui est phosphorescente et qui donne de l'énergie aux autres. C'est la même chose. Et en fait, ils sont en pleine renaissance. Et je trouve ça très très beau d'en être sorti, d'avoir eu la volonté à un moment donné de dire ça y est, maintenant je suis au fond de trou, je prends mon destin en main, je consulte. Il n'y a rien de dégradant de consulter, mais des vrais spécialistes. Et à partir de là, on redécouvre le monde. Et effectivement, ils ont un sens extrêmement aigu sur la quête de sens de leurs proches, de faire du bien autour d'eux dans leur entreprise. C'est ce que moi je dis, il va être temps qu'on passe d'une société hyper individualiste, développée essentiellement à partir de 1830, la première révolution industrielle. Maintenant, on est au bout du bout du bout. Et j'aspire un jour peut-être voir ça de mon vivant, à une société altruiste. Tu vois ? Donc, ouais, ce burn-out, parce que nous, on le voit dans le monde de l'entreprise, ils sont en pleine renaissance. Ça, c'est magique à voir. Complètement. Et c'est intéressant de voir que c'est l'épreuve qui a sûrement amené cette énergie à être canalisée. Il y a une forme de lucidité acquise, conquise à travers l'épreuve. Quand tu vis une épreuve, derrière, tu en ressors, alors évidemment éprouvé, mais aussi confronté à une certaine forme de réalité. On sait que ce soit la maladie ou des épreuves physiques, psychologiques, peuvent vraiment te faire te rencontrer en miroir et donc contrer les choses ensuite à la reprise, voir les choses autrement. Ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Et toi, en tant que philosophe, tu penses qu'on peut moi j'ai un avis, mais je ne suis pas aussi aiguisé que toi, mais est-ce que tu penses que l'on peut, justement l'effet miroir, très intéressant l'effet miroir, est-ce que l'on peut passer à côté de soi, c'est-à-dire ne pas s'offrir une renaissance et continuer à s'enfoncer à petit feu et à la fin s'éteindre? On voit des gens qui s'éteignent, qui n'ont plus l'énergie, d'ailleurs on le voit sur leur visage. Tu penses qu'on peut... Comme le monde d'ailleurs, comme le système économique, on peut se demander à la reprise, là, si évidemment on prend le bon chemin, si les choses ne sont pas en train de changer, si vraiment il y a une prise de conscience, je pense qu'on peut complètement passer à côté de soi. Mais ça me renvoie au divertissement pascalien. C'est-à-dire vraiment à l'idée de se dire le divertissement, c'est-à-dire qu'il est plus simple de se divertir, de s'extraire de soi-même que de faire face à soi. Et Pascal a cette phrase qu'on a beaucoup vu passer pendant le Covid, c'est, à chaque fois je la défends, malheureusement je ne la retiens pas très bien, c'est que tout le malheur de l'homme vient du fait qu'il ne sache demeurer seul dans une chambre. Et cette vérité, elle est là, c'est qu'en fait la chambre, bon, elle n'est pas forcément matérielle, c'est dans quelle mesure je suis en capacité d'être avec moi-même, de faire corps avec moi-même, de m'interroger. Et ça, c'est quelque chose, on est dans une société quand même de la distraction qui nous envoie partout, on est connecté en 2 secondes, ça nous demande un vrai effort de faire face à nous. Oui, et tu es très poli parce que moi je déroule la société de la distraction qui, à mon avis, rend l'humain totalement asservi. Et on éteint l'humain. Mais je prolonge justement ta réflexion pascalienne. Juste derrière ce que tu viens de dire, il y a le pari pascalien. Quel est mon risque de croire en Dieu? Si j'ai perdu, c'est pas très grave, mais si j'ai gagné, j'ai tout gagné. Ben peut-être qu'on pourrait avoir un pari pascalien vis-à-vis de nous. Alors ce qui est très intéressant, c'est du coup, alors tu vois, quand on parle de renaissance, de Pascal, la renaissance, c'était quand même l'idée de se dire que l'homme doit lever la tête tout en ayant la foi, mais ne doit pas donner à Dieu ou au texte sacré une espèce de sacralité qui l'écraserait totalement. Tout est dans l'équilibre. Tout est dans l'équilibre. Donc l'homme est un être de raison à l'image de Dieu, donc il doit utiliser cette raison. Donc, ce qui a été quand même l'essor premier, l'avènement de l'homme d'une forme d'individualisme qui a été porté par la philosophie du grandir et ensuite par celui de réussir, de conquérir. Donc là, il y a eu une digression du concept vers l'individualisme qu'on ne connaît que trop bien, qui est quand même délié d'une figure autoritaire. Et c'est ça, me semble-t-il, la question fondamentale contemporaine, c'est comment on peut penser croissance sans que ça rime avec croix sur le sens. C'est-à-dire vraiment comment je peux concilier. Et si ça a marché à l'époque de la Renaissance, c'est aussi parce que lever la tête, c'était toujours en lien avec la foi. Aujourd'hui, la question, ça ne veut pas dire en revenir à Dieu. On sait qu'il y a un déclin du religieux. Mais c'est qu'est-ce qui fait foi pour vous, tout simplement. L'être humain a besoin de croire.
Il faut revenir à l'essence du mot, quoi. Oui, à la croyance, en quoi tu crois, en Oui. quoi je crois, en quoi on croit. Et j'utilise beaucoup le concept d'autorité que je trouve aujourd'hui parfois justement un peu abîmé, écorché, mais qui n'est pas un gros mot du tout. C'est pas le pouvoir. L'autorité, c'est finalement qu'est-ce qui fait autorité pour toi dans la vie, au sens qu'est-ce qui t'augmente et qu'est-ce qui te rend auteur, qu'est-ce qui t'apparaît légitime. Et je crois qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait une renaissance, en l'absence d'un Dieu, eh ben, il faut que justement on trouve cette spiritualité, on trouve cet élément qui nous porte, cet élément d'autorité à construire en entreprise. Moi, j'utilise souvent une expression, même d'ailleurs dans mes mails, ou un peu moins en littérature, mais en tout cas dans mes mails, sous l'autorité d'une idée. Parce qu'en fait, il ne faut pas, puisqu'on est dans une société extrêmement contrôlante, nous sommes des êtres extrêmement contrôlants. Étouffantes parfois. Carrément, ou on étouffe les autres d'ailleurs. Et certains vous reprochent de les étouffer alors que c'est plutôt eux qui vous étouffent. Ce qui est assez intéressant, c'est d'observer qu'il faut, moi je trouve ça plutôt joli, d'être sous l'autorité d'une idée. On lâche l'idée d'être contrôlant et d'être au service d'eux. Et peut-être qu'on vit mieux le fait d'être dans une société contrôlante, même si évidemment c'est à certains degrés, c'est beaucoup moins on était éduqués comme ça. Ça. Système. On a quand même beaucoup de liberté aussi. Moi je pense que la grande difficulté, c'est pas tant dans notre société d'être contrôlé, que d'être extrêmement libre à plein de niveaux et de ne pas savoir quel sens mettre dans sa vie, tellement il y en a. Donc tu vois, la problématique de la liberté, c'est quand on dit il n'y a pas de sens. Non, il y a tellement de sens possible que je sais pas si je quitte mon boulot pour devenir ci ou ça, je sais pas si je quitte cette ville pour aller là ou là. Il y a une frustration du contemporain. On n'a jamais eu autant d'offres de liberté, mais c'est pas pour ça qu'on l'utilise en réalité. Non, mais on réclame le droit, mais à la limite après il faut être dans l'obligation de construire sa vie, d'en faire quelque chose, d'en apporter une densité de tout ça. Et finalement, on est très passif et effectivement, nous sommes dans une société de médias, de prêt à consommer, de copier-coller et après de annuler et remplacer. Et donc, c'est assez compliqué après de faire quelque chose qui a du sens, qui se tienne. Et est-ce que tu as le choix? Tout le débat sur la 5G actuellement, il est passionnant. Oui. En même temps, comment ne pas courir cette innovation qui va être fondamentale dans le domaine de la santé, dans plein de secteurs d'activité, pour nos entreprises? Comment s'en délier quand à l'international on va faire cette course? Derrière, tu te dis, bah, attends, nous on va être à la traîne. Et en même temps, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on court la 5G, mais clairement, ce sera la 6, la 7, la 8, la 9. C'est à quel moment on va interrompre ce débit international, cet élan? Donc, il y a quelque chose de sidérant, tellement on est à la fois coincé et en même temps ce sont des avancées. Donc on ne sait plus vraiment comment faire. On est un peu pris. C'est assez contraignant. Nous sommes, comment dire, nous sommes complètement aveuglés, un petit peu comme avec des phares de voiture en pleine nuit, devant l'échelle des possibles. Alors que plutôt que de regarder ça comme une opportunité, on est totalement aveuglé, on est pétrifié. Et ça, c'est dommage. Et encore une fois, on se plaint plutôt que d'essayer de voir tout ce qu'on peut faire avec. Et d'en revenir en fait à la question de l'usage. Nous utilisons, c'est nous qui donnons naissance à cette Tout n'a pas de sens dans les usages qu'on nous a vendus avec le téléphone, avec les flux. Ah mais t'as des trucs, tu te dis, c'est pas possible qu'on ait accouché de ça. Justement, qu'on ait donné naissance à des choses aussi inessentielles, inintéressantes, exactement. inutiles. Par contre, on donne quand même naissance à des choses pourvu aujourd'hui que la finalité soit le monde, l'humain. Si derrière on se dit qu'on donne naissance à ça pour effectivement que la 5G aboutisse au fait que la santé en soit grandie, etc., si ça sert l'humanité, ok, c'est intéressant. Mais il faut que ce soit quand même dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de futilité. L'outil permet de connecter les hommes, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont plus connectés en termes qualitatifs. Bien sûr. On a tout le matériel pour, et pourtant on n'a jamais eu autant de chance seul. Ou qui restent seuls. Donc c'est assez compliqué d'observer tout ça. Maintenant, parlons des chefs d'entreprise. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme clé pour bien vivre, renaître par rapport à cette crise et rebondir derrière? Alors vraiment sur l'élément de renaissance, moi je dirais que ça part déjà des individus. On sait que la renaissance en tant que mouvement historique majeur, la sensibilité avec l'art, donc j'aime beaucoup le domaine artistique. Bien sûr, on est en plein dedans là. C'est hyper important, la créativité. 1895 ici, l'année de la naissance avec les frères Lumière du cinéma. Ils ont même filmé la place et l'immeuble en construction. C'est un environnement porteur, inspirant. Voilà, exactement. La Renaissance, enfin moi je suis très sensible à la Renaissance, aux Lumières, à tous ces... Alors effectivement, derrière ça a créé aussi quelques difficultés, mais ça a été d'une phosphorescence hallucinante. Tu as des limites ça dépasse l'homme d'ailleurs. Ça dépasse l'homme. En tout cas, le projet était gigantesque. Il y avait quelque chose d'absolument magique, de voir aussi la capacité humaine. Mais tu parles de projet, mais il n'y avait peut-être pas de projet au départ finalement. Ça s'est construit au fur et à mesure par un assemblage d'énergie de plein de gens très différents, plus des donneurs d'ordre. En fait, ils ont créé un écosystème, un terreau peut-être.
Alors peut-être le projet, il était dans le sens de se dire, nous sommes justement un être de raison créé à l'image de Dieu, on va s'en servir et on va le montrer. Et il y avait quand même cette image, alors ce que j'aime beaucoup, cette période de la Renaissance, je trouve très équilibrée dans sa façon de concevoir le monde, c'est je regarde derrière pour avancer, comme au rugby, hein. C'était bon au rugby, tu regardes derrière pour avancer, mais il y avait cette logique de la Renaissance s'est enrichie de l'Antiquité. Oui. Ils ont été recherchés dans les textes, et c'est à partir de ces textes-là qu'ils ont créé des choses absolument. Mais Laura, donc ça, c'est génial. On ne peut pas échapper à son passé. Ah bah je le crois. Je crois qu'il y a beaucoup de choses, en tout cas, à aller chercher. Il faut transcender son passé. Mais si on ne le transcende pas, on est attiré vers le bas par le passé. On est aspiré par le passé. C'est très important. Et c'est pour ça que la Renaissance est une période fondamentale, où là, on décide d'aller vers l'inconnu. C'est aller vers l'inconnu. Ça peut faire peur aussi. Mais si on s'est suffisamment sourcé en énergie, en valeur, et avec redonner du sens, aimer ses proches, on n'a pas peur de l'inconnu. La grande difficulté en ce moment dans les pays développés, c'est la peur de l'inconnu. Le monde fait peur. Moi, je le vois tous les jours quand j'expose les routes de la soie chinoise, quand j'expose un petit peu les situations géopolitiques à l'heure actuelle, le monde fait peur. Et je ne cesse de leur dire, de leur faire la démonstration que justement, le monde n'est que opportunité. Tout est dans le mindset. Dans l'état d'esprit, dans la façon de concevoir les choses. Donc il faut provoquer des renaissances, absolument. Et pour ça, il faut des penseurs. Tu crois ? Ah mais des penseurs, quand je dis ça, c'est pas des intellectuels cachés, hein. C'est des penseurs, ce sont des gens qui se prennent aussi en main à l'intérieur des entreprises pour penser, au sens vraiment réfléchir. Donner un chemin, montrer un chemin. Donner un chemin, diriger, hein, c'est quand même donner une signification, un sens, une voie. Donc il n'y a pas signification et quand même direction, c'est une notion de sens. Donc ça me paraît assez fondamental d'avancer vraiment en conscience de tout ça. La Renaissance était portée sur l'idée d'avoir des penseurs qui ont œuvré, qui ont tiré quand même tout le monde vers le haut. Et aujourd'hui, peut-être que le penseur s'écrirait aussi P-A-N-S-E-U-R-S, parce que malheureusement, la crise fait qu'on a aussi beaucoup de choses à penser. Exactement. Des plaies. Beaucoup de plaies. Et si on ne les pense pas, on ne peut plus avancer avec l'accumulation de plaies. Exactement. Là, aujourd'hui, il faut quand même faire ce travail au préalable. On ne peut pas... on ne peut pas tout mettre en exergue comme ça sans avoir traité en amont des problématiques. C'est la grande difficulté. Les entreprises, vous ne colmatez pas les plaies, ça ne va pas le faire. Ou alors vraiment à la légère. Non, mais les sparadraps ne marchent pas, on le sait très bien. On traite une plaie en profondeur, on l'accompagne à guérir, à cicatriser, et ça prend du temps. Et il n'y a pas de secret, il faut se faire aider. Ceux qui ont eu des grandes difficultés par des burn-out, la clé, c'est d'être bien entouré. Les gens seuls ne s'en sortiront pas. Malgré le fait qu'on pense qu'on s'en sortira toujours, on peut se mentir à soi-même, on peut se mentir pendant des années, et d'avoir le bon praticien qui nous aide. Mais c'est là aussi où il ne faut pas se tromper, il ne faut pas tomber dans des fausses pratiques ou des faux praticiens. On est sur des sujets très sérieux, on est dans l'humain, dans les plaies profondes, et on peut très très bien s'en sortir, mais il faut aussi avoir le chirurgien qui arrive à très bien recoudre tout ça. Et après, ça repart. Et soi-même être un patient. Oui, accepter mais bien. De prendre le temps. Alors ça, c'est c'est compliqué. Mais bien sûr, mais le mot patient, il est magnifique aussi en ça. Une patience concomitante à la situation. Mais ça aussi, c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, dans une société, on doit accepter cette temporalité. Aujourd'hui, les rythmes ont été quand même grandement bouleversés. Les saisons sont perdues, tu ne sais plus comment faire. Sauf qu'il y a quand même un rythme, on a besoin d'un rythme. Et il y a du temps, quand tu te sépares de quelqu'un, tu ne guéris pas en 2 jours. Et si tu veux guérir en 2 jours, c'est soit que tu colmates mal et que, je ne sais pas, on est tous passés par là. Bien sûr, c'est très humain. Mais je pense... Et si on pouvait s'en passer, ce serait bien aussi. Ah ben, bien sûr, mais on sait tous qu'il y a quand même une phase de digestion. Et que ça, on ne peut pas... Et notre modernité très contrôlante avec nos jouets électroniques et tout ça, n'ont pas trouvé de solution à des phénomènes humains aussi profonds que ça. Donc ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Dans la tête, vous l'avez dans la tête. Vous pouvez être connecté partout, ou même au bout du monde, si vous l'avez dans la tête. C'est arrivé à tout le monde. Ça rappelle... Bien sûr. L'humilité qu'on doit avoir. C'est une belle démonstration aussi en même temps. Mais et c'est là où on s'interroge sur la disjonction. Et est-ce qu'elle était légitime, pas légitime, profonde? Est-ce que c'est peut-être parce que la personne aussi avait ses plaies qui a fait que ça a créé une plaie supérieure ensuite? C'est assez intéressant. Bien sûr, et je crois, tu vois, pour revenir sur la Renaissance, qu'on ne peut renaître qu'en en passant par le fait de se connaître. Et ça, c'est important. Connaître en plus. Voilà, les mots sont parlants. Mais bien entendu. Pas jouer, mais ça me paraît fondamental. Je vais te dire comment je suis arrivé à la philosophie, en fait. Je suis arrivé par 2 vecteurs. Le premier, c'est que je suis né comme plein de gamins avec un souffle au cœur.
qui semblait anodin, et à cette époque-là, on ne suivait pas ça de très très près. Jusqu'au jour de mes 17 ans, on m'a dit il faut absolument opérer, parce qu'autrement je ne verrai jamais l'âge de mes 40 ans. Alors pour l'instant, j'ai encore 35 ans. Tu sais que j'ai fait un blocage à 35 ans. Et donc j'avais un trou de 8 cm² dans le cœur. Donc là, ça fait beaucoup réfléchir. J'ai passé un été entier dans un hôpital. Et en fait, l'année suivante, peut-être un peu têtu le garçon, j'entends bien, hein, j'ai fait un triathlon. Ah oui. Voilà. Audacieux, téméraire. C'est ça, exactement. Et en réalité, j'en suis arrivé à 18 ans en terminale avec un prof de philo absolument exceptionnel qui nous a expliqué des choses compliquées de manière simple. Il nous aidait à avoir une pensée claire, le Hubert Reeves de la philo. Et le premier cours, je m'en souviendrai toujours comme si c'était ce matin, il nous a expliqué la théorie de la caverne de Platon de manière sensationnelle. Et je suis de la philosophie, je retrouverai ça. Et en fait, c'est que c'est quelqu'un qui t'a donné envie et que ça passe quand même par l'autre. Et moi, c'est ma renaissance aussi. C'est une renaissance physique et une renaissance intellectuelle où je me suis nourri. Ça a été un de mes grands moteurs après. Voilà. Et j'ai fait tout le cycle de philo. Mais je n'ai pas fait de doctorat, mais ça viendra. On peut en faire un pour être philosophe. Hein, heureusement. Heureusement. Il y a plein de philosophes qui peut rencontrer d'ailleurs vraiment la philosophie. Donc, oui. Non, mais donc voilà la philo. Donc, chère Laura, un dernier mot. Bah écoute, c'était un plaisir de te connaître. Exactement. Et puis pourvu que la renaissance... On se croise tout le temps, on s'appelle au téléphone et tout, beaucoup de WhatsApp, mais on ne se connaissait pas. Bah non, on ne s'était pas vu concrètement. On est venu, merci, parce que c'est la ville de Laura, nous sommes chez elle, mais elle ne connaissait pas cet endroit. Non. Je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. Je te souhaite plein de belles choses, plein de nuits heureuses. Merci. Aussi. Une belle renaissance. Voilà, c'est ça, tu connais déjà le sujet. La magie est sans souffrance. Tu connais déjà le sujet. C'est l'une, enfin moi, après chacun juge, mais moi je pense que c'est l'une des plus belles choses de la vie. Ça, en tout cas, pour mon expérience, c'est quelque chose. Je ne cesse de dire que la naissance, un enfant, c'est un grain d'immortalité pour nous. Ça nous permet d'être immortels. C'est sûr qu'il y a quelque chose d'assez incroyable. C'est magique. Mais je reste quand même convaincue qu'il y a beaucoup de phases d'engendrement qui sont magnifiques aussi. Oui. Et qui sont parfois liées. J'ai toujours en tête, je vis ça avec beaucoup d'humilité en me disant qu'il y a malheureusement des femmes qui ne peuvent pas porter. Oui. Et donc, je me dis souvent, voilà, j'avais assisté un jour. Des femmes admirables, d'ailleurs. Voilà, il y a ce concept de renaissance qui avait été comme ça saisi par quelqu'un qui disait, moi, c'est le sentiment de donner vie à beaucoup de choses. Et d'autres portent, mais ne s'y investissent pas et ne donnent pas toutes les chances à leurs enfants. Là, c'est le débat. Mais alors là, il faut dire ma demeure. Voilà. D'accord. On le présentera. On le présentera. Merci en tout cas beaucoup. Merci Laura. C'est un plaisir. Pour tes vidéos, pour ton engagement, pour ton envie d'aller rencontrer les gens. Je trouve que c'est super de le faire. Voilà, qui plus est poussé par sa famille. C'est pas mal. Par mes filles. Par mes filles. C'est important. Merci mille fois Laura. J'étais ravi et on pourrait discuter des heures. Donc on va s'arrêter là, mais on se reverra. Merci. Merci.